Ce que les pays occidentaux redoutaient ne va pas se produire en Afrique. Plus précisément, dans la région du Sahel où se trouve le Burkina Faso. Dans sa dernière interview, le président du Burkina Faso a partagé ses projets futurs qui sont littéralement à un autre niveau. Il est un génie et les stratégies qu'il a avancées sont si puissantes qu'elles peuvent unir l'ensemble de l'Afrique. Avec ces plans, tous les pays africains aux prises avec le terrorisme n'auront plus besoin de troupes étrangères et d'aide. Au contraire, les pays africains se rapprocheront et s'entraideront, rendant les pays occidentaux totalement sans pertinence dans la région. De cette manière, les pays africains pourraient utiliser leurs ressources naturelles, les préserver et éviter toute exploitation supplémentaire. Son interview a été diffusée en direct en Occident, et cela a créé des ondes de choc, faisant s'effondrer tous les plans maîtres que l'Europe avait établis pour l'Afrique. En mettant le dernier clou dans le cercueil, il a clairement indiqué que les élections au Burkina Faso ne sont pas une priorité tant qu'il n'aura pas résolu le problème de sécurité. Comment va-t-il s'y prendre ? Découvrons-le dans cette vidéo. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est devenu président du Burkina Faso en octobre 2022, personne n'aurait imaginé que ce jeune leader aurait des projets pour changer le visage de l'Afrique. Oui, il n'était pas venu seulement pour changer le Burkina Faso. Il avait des plans pour changer totalement l'Afrique et en faire un continent qui dominerait le monde. À l'époque, révéler ses plans aurait été sous-estimé, alors il les a gardés pour lui. Cependant, après 1 an au pouvoir et avoir consolidé toutes ses forces, il a enfin révélé ce qu'il pense. Dans une interview, il a déclaré que lorsque l'on vise à protéger les bords d'une table, on ne se limite généralement pas à la table elle-même, mais on étend ses efforts au-delà. S'il y avait eu un soutien des pays africains au Mali depuis 2012, ou si l'Afrique avait soutenu le Nigeria, le terrorisme aurait-il pris racine là-bas ? Il a dit qu'il en doutait. Il a dit que les pays africains restaient passifs, en pensant que cela n'affectait que les autres. De plus, ce schéma est observé dans de nombreux États voisins. Il n'anticipe pas des occurrences similaires, et c'est une erreur. Son argument était simple. Si les pays africains s'étaient aidés mutuellement, il n'aurait jamais fallu de troupes étrangères et d'aide. L'argument souligne la nécessité de prendre des mesures proactives et préventives pour faire face aux menaces sécuritaires, en particulier en ce qui concerne les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. L'analogie de la défense du périmètre d'une table met en évidence l'importance d'étendre le soutien au-delà des frontières immédiates pour empêcher la propagation des défis sécuritaires. Eh bien, c'est un plan de génie. Il dit qu'au lieu de combattre les terroristes dans le pays d'origine, les dirigeants africains doivent aller au-delà de leurs frontières. Cela signifie qu'ils doivent collaborer et lancer une opération plus large contre le terrorisme. La comparaison avec la protection du périmètre d'une table souligne l'importance d'être proactif plutôt que réactif dans les stratégies de défense, et cela met l'accent sur la nécessité de prendre des mesures préventives pour lutter contre les menaces sécuritaires avant qu'elles ne deviennent plus graves et ne se propagent dans les régions voisines. La mise en place de mesures proactives telles que le soutien et l'aide aux pays voisins vulnérables suggère que l'escalade du terrorisme et de l'instabilité aurait pu être évitée. Cet argument affirme également que le manque de soutien adéquat pour des nations comme le Mali et le Niger a contribué à l'augmentation du terrorisme dans ces régions. En insistant sur l'importance d'un soutien continu et de la coopération avec les pays voisins, cela met en évidence le rôle de la collaboration régionale dans la prévention de l'expansion des menaces sécuritaires. La suggestion est qu'une approche collective entre les États voisins aurait pu potentiellement arrêter la propagation du terrorisme dans la région. Ibrahim Traoré a souligné la nécessité d'une sécurité collective entre les pays du Sahel, tous en lutte contre le terrorisme. Il a confessé les échecs dans l'approche de la résolution des défis de sécurité, indiquant que certains États n'ont pas pleinement reconnu les menaces potentielles dans leur voisinage immédiat. Cependant, en reconnaissant ces erreurs, une approche de sécurité plus complète et proactive qui dépasse les frontières nationales individuelles peut être créée. Il a poursuivi en disant que l'approche la plus efficace pour l'autodéfense est d'adopter une attitude proactive. Cela s'aligne avec l'argument avancé par certains pays occidentaux plaidant en faveur de leur intervention dans la région du Sahel pour lutter contre le terrorisme avant qu'il n'atteigne leur territoire. De plus, il s'agit de protéger les communautés voisines. Il n'y a aucune justification à rester passif. Il a dit que si les pays africains voisins permettent au Nigeria de succomber à la déstabilisation, cela crée un précédent pour les pays voisins plus anciens,
suivant les retombées de la Libye, qui ont inondé la région de diverses armes, contribuant finalement à la montée du terrorisme. Il a dit que nous ne pouvons pas permettre une répétition de la situation au Nigeria. Par conséquent, l'Afrique doit aborder cette question de manière logique. Lorsque les pays africains s'engagent dans cet effort, il ne s'agit pas seulement de défendre le Nigeria, mais principalement de protéger les pays individuels de la région. Par conséquent, tous les pays africains doivent apporter leur aide. Il a averti que si le Niger sombre dans la tourmente, cela affectera négativement le Burkina Faso. Par conséquent, le Burkina Faso prend déjà des mesures. Bien qu'il ne soit pas encore pleinement déployé, il collabore étroitement. La semaine dernière, les unités aériennes ont opéré en parfaite coordination pour éliminer un groupe repéré par les Nigérians en route vers la région du Burkina Faso. Il a dit que les forces du Burkina Faso sont intervenues, démontrant une coordination sans faille. C'est l'approche que le Burkina Faso préconise. Ibrahim Traoré a simplement résumé tout le problème du terrorisme dans les pays africains. Il a clairement fait comprendre qu'au lieu de compter sur des troupes étrangères et de l'aide, les pays africains doivent prendre le contrôle en leurs propres mains. C'est parce que le terrorisme ne peut jamais être combattu si les pays sont séparés, chacun poursuivant ses propres objectifs personnels, le terrorisme dans un pays voisin affectera inévitablement un pays particulier. Par conséquent, considérant cela comme une nécessité pour leur existence, les pays africains doivent collaborer. C'est la stratégie qu'il a en tête et il a déjà commencé à travailler dessus. Si les pays africains optent pour la coopération dans la lutte contre le terrorisme au lieu de dépendre uniquement de troupes étrangères et de l'aide, cela pourrait entraîner plusieurs implications significatives et des résultats potentiels. Par exemple, la coopération entre les nations du Sahel peut entraîner des mesures de sécurité améliorées et des actions coordonnées pour lutter contre le terrorisme en menant des opérations militaires conjointes et en partageant des renseignements. La région peut renforcer sa capacité à lutter efficacement contre les menaces sécuritaires. De plus, une collaboration accrue est susceptible de contribuer à la stabilité globale dans la région du Sahel. En favorisant la confiance et la compréhension entre les nations voisines, les efforts conjoints peuvent contribuer à réduire les conflits interétatiques et à minimiser les effets débordement du terrorisme à travers les frontières. Une approche collective de la lutte contre le terrorisme renforcerait les forces de sécurité locales et leur permettrait de jouer un rôle plus actif dans la résolution des défis sécuritaires, renforçant ainsi les capacités des forces de défense et de sécurité nationale. Une dépendance excessive à l'égard des troupes étrangères et de l'aide sape souvent la souveraineté et l'autonomie d'une nation, comme nous l'avons déjà vu dans la région du Sahel. Par conséquent, grâce à la collaboration régionale, les pays du Sahel peuvent affirmer leur indépendance et prendre le contrôle de leurs affaires de sécurité, favorisant un sentiment d'autodétermination et d'autogouvernance. Un effort unifié contre le terrorisme dans la région du Sahel encouragerait un sentiment de solidarité et d'unité panafricaine. En montrant leur engagement à résoudre collectivement les défis internes, les pays du Sahel pourraient donner l'exemple d'une coopération et d'une solidarité accrue à travers le continent. Non seulement cela, mais la collaboration faciliterait la mise en commun des ressources et de l'expertise, conduisant à une utilisation plus efficace des ressources financières, militaires et de renseignement. En évitant la duplication des efforts et des ressources, les pays pourraient optimiser leurs capacités et maximiser l'impact de leur stratégie de lutte contre le terrorisme. À son tour, ces efforts collaboratifs pourraient conduire au développement de solutions spécifiques à la région, adaptées aux défis et aux dynamiques uniques du Sahel. En s'attaquant aux causes profondes du terrorisme et de l'extrémisme, telles que les disparités socio-économiques et les problèmes de gouvernance, les pays peuvent œuvrer en faveur de la paix et du développement durable. Les pays africains verront une diminution de leur dépendance à l'égard de l'aide étrangère, ce qui réduira la vulnérabilité de la région aux influences et aux intérêts extérieurs. Cela pourrait favoriser une approche de la sécurité plus autonome et durable, permettant aux pays du Sahel de donner la priorité à leurs propres intérêts et agendas de développement. Mais pourquoi Ibrahim Traoré met-il autant l'accent sur la sécurité ? Eh bien, c'est parce que la sécurité est la crise même qui a limité le développement des pays africains. C'est le problème éternel qui a empêché les pays africains de se concentrer sur le développement et le progrès. Et ce n'est pas tout, la majorité du budget est dépensée pour l'armée, privant ainsi d'autres secteurs. Tout cela à cause du terrorisme. Cependant, il a pointé du doigt quelque chose à laquelle personne n'avait pensé auparavant.
Il a souligné le fait qu'un taux accru de terrorisme est observé uniquement dans les pays africains qui étaient autrefois des colonies françaises. En d'autres termes, il y avait des colonies en Afrique qui étaient dirigées par la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Cependant, le terrorisme est observé uniquement dans les pays qui étaient dirigés par la France. C'est parce que la France est le seul pays qui n'a pas abandonné ses colonies même après leur indépendance. Elle voulait les exploiter et leurs ressources. Mais comme ils étaient indépendants, ils devaient créer des excuses. Par conséquent, elle a commencé le terrorisme dans ses colonies, ce qui a créé le besoin de troupes étrangères. C'est pourquoi divers pays, y compris le Mali, ont ouvertement déclaré que la France finance le terrorisme et lui fournit des armes. Maintenant, cela montre clairement que le terrorisme est le problème fondamental de tout. Et la France veut qu'il reste dans la région du Sahel. Que cela encourage-t-il les pays africains à faire? Eh bien, la réponse est simple. Comme l'a dit Ibrahim Traoré, les pays africains doivent s'unir et lutter collectivement contre le terrorisme. Que cela soit financé par la France ou non, cela maintient les pays dans un cycle perpétuel de dépendance et de conflits internes qui doit cesser. Il a clairement affirmé et assuré à tous qu'il ne tiendrait pas d'élection tant que ce problème de sécurité ne serait pas résolu. C'est pourquoi il a déclaré que le Burkina Faso reporterait les élections jusqu'à ce que les préoccupations en matière de sécurité soient résolues. Auparavant, Traoré avait assuré que les élections démocratiques seraient rétablies d'ici 2024. Voici un rappel pour vous demander de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Revenons maintenant à nos moutons. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'élections confinées uniquement à Ouagadougou, Bouguriba et quelques villes environnantes. Tous les Burkinabés doivent avoir la liberté de choisir leur président. Ceux qui participent aux élections devraient pouvoir faire campagne partout au Burkina pour le peuple du Burkina. C'est l'essentiel. Après le coup d'État de 2022, Traoré a assumé le pouvoir au milieu de la violence djihadiste en cours, y compris les attaques orchestrées par Al-Qaïda et l'État islamique. Pendant son mandat, Traoré a tenté de recruter des membres pour la défense civile de la patrie. Cependant, la situation ne s'est pas significativement améliorée, comme l'a récemment affirmé Traoré, ils sont en guerre. Traoré, qui avait précédemment promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles prévues pour juillet 2024, a également révélé des plans pour modifier la Constitution afin qu'elle reflète la volonté des masses. Après avoir pris le pouvoir, Traoré s'était initialement donné 2 à 3 mois pour améliorer la sécurité au Burkina Faso. Cependant, 1 an plus tard, la nation continue de lutter contre les attaques djihadistes. À l'âge de 34 ans, Traoré est devenu le plus jeune leader du monde lorsqu'il a été investi en tant que président intérimaire, s'engageant à récupérer le territoire et à faciliter une transition conduisant à des élections en juillet 2024. Traoré a exprimé son intention de faire partiellement modifier la constitution du pays, soulignant à la télévision d'État que le texte actuel reflète les points de vue de quelques individus éclairés au détriment des masses populaires. Ibrahim Traoré sait que la sécurité est le problème fondamental de tout. Tant qu'il ne sera pas résolu et que le terrorisme ne sera pas éradiqué, il y aura toujours une possibilité d'ingérence étrangère en Afrique. Il ne veut pas cela. Il veut mettre fin à toutes les excuses que l'Occident peut utiliser pour venir en Afrique et exploiter ses ressources. Comme il l'a lui-même dit, les pays africains ne peuvent pas permettre quelque chose comme la guerre civile libyenne qui a commencé après l'assassinat d'un grand leader comme Mouammar Kadhafi à la suite de l'ingérence étrangère. Environ 2 semaines après que la France ait lancé des frappes aériennes en Libye en mars 2011, Hillary Clinton a reçu un mémo de renseignement de son associé de longue date, Sidney Blumenthal. Le mémo avançait des allégations sur les motivations sous-jacentes de la France pour renverser le leader libyen Mouammar Kadhafi, suggérant que le président Nicolas Sarkozy était motivé par des incitations moins nobles, y compris un intérêt financier pour le pétrole libyen et des préoccupations selon lesquelles Kadhafi pourrait utiliser ses importantes réserves d'or pour défier la domination de la France dans la région. La correspondance publiée par le bureau de Clinton révèle l'ampleur de l'implication de Blumenthal, avec près d'un tiers de tous les emails que Clinton a reçus concernant la Libye provenant de lui. Bien qu'il n'ait pas occupé de poste officiel au département d'État, Blumenthal, lié à la fondation Clinton, envoyait régulièrement des mises à jour à Clinton, citant souvent des sources non nommées censées être proches de l'élite politique libyenne.
Le partenaire de Blumenthal, l'ancien agent de la CIA Tyler Drummeller, l'aidait à préparer ses briefings, les deux individus envisageant des opportunités commerciales en Libye d'après-guerre grâce à leur entreprise Osprey. Malgré leur manque de succès tangible dans ces entreprises, les emails transmis par Blumenthal à Clinton comprenaient des affirmations inhabituelles, telles que des élites libyennes cherchant à améliorer leurs relations avec Israël et des allégations d'agences de renseignement européennes soutenant la création d'une zone tribale semi-autonome dans l'est de la Libye. Une information particulièrement intrigante dans le mémo mettait en lumière le prétendu plan de Kadhafi d'utiliser une quantité importante d'or et d'argent pour soutenir une nouvelle monnaie africaine. Les sources suggéraient que la France était intervenue pour contrecarrer cette initiative, craignant son impact potentiel sur le franc CFA soutenu par la France en Afrique de l'Ouest. Le mémo indiquait que ce développement spécifique avait influencé la décision de Sarkozy de participer à l'attaque contre la Libye. Bien que Blumenthal n'ait pas été employé par le département d'État lorsque le complot de Lord Kadhafi a été transmis, Hillary Clinton a clairement pris ses vues au sérieux et a parfois exhorté son personnel à tenir compte de l'information. Par exemple, le 27 août 2012, l'intelligence de Blumenthal affirmait qu'un nouveau président libyen chercherait une relation discrète avec Israël. Clinton a transféré l'email à son principal conseiller en politique, Jacob Sullivan, avec une note suggérant qu'il soit partagé avec les Israéliens. Certaines des rapports de renseignement ont été accueillis avec plus de scepticisme, les collaborateurs de Clinton indiquant que toutes les informations n'étaient pas crédibles. Bien qu'il ne soit pas clair ce que le personnel de Clinton pensait du mémo de Blumenthal, il attribue des motivations peu flatteuses à la décision du président français d'intervenir en Libye. Au printemps 2011, Nicolas Sarkozy a dirigé l'effort en faveur d'une campagne aérienne européenne contre Kadhafi alors que les manifestations se transformaient en guerre civile. Sarkozy a envoyé l'intellectuel français Bernard-Henri Lévy rencontrer le Conseil national de transition, CNT, que le mémo de Blumenthal qualifiait de client de la France. Sarkozy a reconnu le CNT comme le gouvernement officiel de la Libye, exhortant d'autres pays de l'OTAN à prendre des mesures militaires. À peine 2 semaines avant que Blumenthal n'envoie le mémo sur l'ordre de Kadhafi, Clinton avait rencontré Sarkozy en France, où le président l'a exhorté à soutenir une campagne aérienne en Libye. À l'époque, Sarkozy justifiait publiquement son enthousiasme pour l'intervention militaire comme un effort visant à prévenir une tuerie de masse et à soutenir les Libyens cherchant à se libérer de la servitude. Cependant, le mémo de Blumenthal présente un récit contrasté. Outre les préoccupations concernant une nouvelle monnaie africaine soutenue par la Libye, les sources de Blumenthal ont indiqué à Clinton que la décision de Sarkozy était principalement motivée par 4 facteurs: le pétrole libyen, l'expansion de l'influence française en Afrique du Nord, la fourniture d'une scène mondiale pour l'armée française et le désir de Sarkozy d'améliorer sa position intérieure. Au printemps 2011, Sarkozy était confronté à sa réélection l'année suivante avec un taux d'approbation historiquement bas, atteignant près de 70% de désapprobation. Certains considéraient la décision de Sarkozy d'intervenir comme une tentative désespérée pour augmenter sa popularité. Les sondages en février 2011 indiquaient que 66% de la population française soutenait l'intervention de la France en Libye. Sarkozy entretenait également une relation complexe avec le dictateur libyen. En 2007, Kadhafi avait visité la France peu après l'élection de Sarkozy en tant que président pour négocier un controversé contrat d'armement de 200 millions de dollars. Sarkozy avait accommodé le dictateur libyen en lui permettant de chasser dans la forêt de Rambouillet, autrefois le terrain de chasse des rois français, et en lui accordant une visite privée du Louvre en compagnie de ses gardes du corps féminines. Kadhafi avait même installé une tente bédouine chauffée dans les jardins de l'hôtel de Marigny, utilisée pour les visiteurs d'État, lors de sa visite. La relation de Sarkozy avec Kadhafi a pris une tournure étrange lorsque des allégations ont surgi selon lesquelles le leader libyen avait financièrement soutenu la campagne électorale de Sarkozy en 2007. En 2012, un site d'information français d'investigation a publié un document datant de 2006 exposant les plans de Kadhafi pour financer la campagne de Sarkozy avec 50 millions d'euros, un document contesté par Sarkozy mais corroboré par d'anciens membres du régime de Kadhafi. Cependant, les renseignements de Blumenthal révèlent que même au sein des cercles du renseignement américain, les justifications de Sarkozy pour la guerre n'étaient pas prises au sérieux. Il existe également des preuves circonstancielles substantielles liant l'empressement de la France à voir Kadhafi destitué à ses intérêts pétroliers.
En 2011, le quotidien français Libération a publié une lettre du Conseil national de transition de la Libye promettant d'attribuer 35% du pétrole brut du pays à la France en échange de son soutien total et permanent. Cette lettre a été corroborée par un autre mémo de Blumenthal précédemment publié, informant Clinton que les services de renseignement français avaient rencontré des figures du CNT au début de l'insurrection pour garantir la domination française dans le secteur pétrolier post-Kadhafi en Libye. Le mémo, daté du 22 mars 2011 et intitulé « Comment les Français ont créé le Conseil national libyen », avertissait Clinton que le service de renseignement français, la DGSE, avait initié une série de réunions secrètes avec des figures importantes de l'opposition libyenne en leur fournissant de l'argent et des conseils. Ces espions français, agissant sur ordre de Sarkozy, avaient promis que dès que le Conseil serait formé, la France le reconnaîtrait comme le nouveau gouvernement de la Libye. La mort de Mouammar Kadhafi a eu lieu le 20 octobre 2011, à la suite de la bataille de Sirte. L'ancien dirigeant libyen a été découvert à l'ouest de Sirte après que ses convois aient été la cible de frappes aériennes de l'OTAN lors de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011. Kadhafi a été capturé par les forces du Conseil national de transition, puis rapidement tué. Initialement, le CNT avait déclaré que Kadhafi était mort de blessures subies lors d'un affrontement lorsque les forces loyalistes ont tenté de le secourir. Cependant, une vidéo montrant ces derniers moments dépeignait des combattants rebelles l'agressant, l'un d'entre eux utilisant de manière troublante une baïonnette sur Kadhafi avant qu'il ne soit touché à plusieurs reprises. Le meurtre de Kadhafi a suscité des critiques car il était considéré comme une violation du droit international. Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé une autopsie indépendante et une enquête sur les circonstances entourant la mort de Kadhafi. Juste après les informations sur la disparition de Kadhafi, Fox News a publié un article intitulé « Un drone américain impliqué dans la dernière attaque contre Kadhafi alors qu'Obama annonce la fin du régime », révélant le rôle d'un drone prédateur américain dans la frappe aérienne contre le convoi de Kadhafi juste avant sa mort. Compte tenu du fait que les rebelles libyens avaient régulièrement exprimé leur réticence à accepter une assistance militaire étrangère manifeste pour renverser Kadhafi, le gouvernement américain avait utilisé une aide militaire secrète, y compris la fourniture d'armes à l'opposition. Suite à la mort de Kadhafi, le plan immédiat était d'initier rapidement la livraison d'une aide humanitaire à la Libye orientale, puis à la Libye occidentale, reconnaissant l'importance symbolique de ces actions. Le capitaine Ibrahim Traoré sait tout cela aujourd'hui. Il sait qu'il ne doit jamais donner de prétexte à l'Occident pour intervenir dans la région africaine. Cela ne se fera pas en suivant les politiques occidentales, mais en forgeant une alliance militaire avec les pays africains, à l'image de l'OTAN. Cette alliance militaire permettra non seulement aux pays africains d'éliminer le terrorisme, mais aussi de garantir la sécurité extérieure et l'intégrité territoriale. C'est ainsi qu'il prévoit de changer le destin de l'Afrique. Qu'en pensez-vous ? Ibrahim Traoré peut-il unir les pays africains pour établir une alliance militaire ? N'est-il pas vrai que cela a déjà été fait sous la forme d'un pacte de sécurité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso contre les attaques étrangères ? Faites-nous part de vos réflexions sur le fait qu'Ibrahim Traoré est l'homme dont l'Afrique a désespérément besoin. Vous souhaitez regarder davantage de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.